Michel, Yes, sir. parlons de la préparation mentale pour le golf. Toi, d'après toi, au golf, puis je vais commencer. Ouais. Je pense que récemment, j'ai mis de quoi en ligne, puis que j'ai posé la question, d'après vous, le golf, c'est physique, c'est technique, c'est mental. Puis quel pourcentage d'importance est-ce que vous y accordez? Puis j'étais surpris de voir beaucoup de gens qui accordaient beaucoup de pourcentage au mental. OK. Mais d'après moi, c'est pas des gens qui nécessairement s'entraînent au niveau mental. Je suis d'accord avec toi. Les gens sont d'accord que oui, le mental est super important, mais ils font pas grand-chose pour améliorer le mental. Exact. Es-tu d'accord avec ça? Ouais, 100% d'accord avec toi parce que c'est une des conversations que j'ai souvent avec mes clients aussi. Quand ils m'arrivent, ah oui, le mental est important, puis je leur dis, OK, c'est comme tu as demandé, c'est quoi la fréquence puis la durée de tes préparations mentales, puis qu'est-ce que tu fais spécifiquement? Ils sont comme, ben pas grand-chose, je fais de la lecture. La lecture, c'est une chose, mais c'est pas une action concrète des fois qui pourrait les aider à amener ça sur le terrain. Puis moi, je pense que ce que je commence à découvrir en tant que coach, mais aussi en tant que joueur, c'est que le mental, ça s'entraîne. Ben oui. Tu sais, on parle beaucoup de la préparation physique. Ouais. Oui, préparation physique, c'est pas, on va pas lire des livres sur la préparation physique pour devenir plus fort. On va faire quoi? On va aller au gym. Exact. On va s'entraîner pour devenir plus fort, pour devenir plus endurant, pour devenir plus rapide. Tout à fait. Même chose au golf, on peut lire tous les livres qu'on veut sur la technique. Ça ne va pas améliorer notre technique si on ne pratique pas sur le champ de pratique Exact. ou sur le terrain. Puis je dirais qu'avec le mental, c'est ça que les gens... Puis c'est pas, je dirais pas c'est la faute du monde, c'est que le monde, ils savent pas c'est quoi l'entraînement mental. Tout à fait. Fait que c'est quoi des choses, tu penses, d'après toi, que les gens peuvent faire pour entraîner au niveau mental, pour aider avec le golf, surtout au niveau de la performance sur le terrain? On en parle souvent, tu sais, des techniques de respiration, la visualisation, la méditation. Puis, tu sais, souvent, les gens pensent que la méditation, il faut que tu sois absolument assis, Ouais. puis pratiquement avec des chandelles ou dans un lieu culte. Mais en même temps, on sait lieu que c'est... culte, ouais. Non, mais c'est un peu Non, ça, non, mais t'as pareil. raison, t'as Je pense raison. que c'est très culturel ou quoi que ce soit. Ouais. Mais tu sais, si on peut démocratiser ça un peu, la méditation, ça peut se faire en mouvement. Ouais. Aussi simple que frapper des balles, mais que tu es concentré à faire ce que tu as à faire sur le processus. Puis coup après coup, puis tu as l'impression que le temps n'existe plus. C'en est ça. Fait que tu sais, frapper des balles, ça peut être méditatif aussi. Oui, puis ça, quand tu dis méditation, un terme que j'utilise beaucoup maintenant, avoir testé différentes formules, c'est l'entraînement respiratoire. Ouais. Parce que je pense que ça démystifie un petit peu ce que les gens pensent que c'est travailler la respiration. Aussi. Comme tu as dit, en effet, oui, la méditation, ça peut être religieux, ça peut être spirituel, ça peut être culte, ça peut être beaucoup de choses. Puis c'est de là vient beaucoup des connaissances qu'on a sur la méditation. C'est Tout à les fait. yogis qui font ça depuis des milliers d'années, puis qui ont beaucoup, beaucoup appris. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument suivre le même parcours. Ça, c'est certain. Puis de plus en plus, on voit la science commence à mieux comprendre les effets de la respiration sur le système nerveux. Comme moi, la meilleure façon de l'expliquer, c'est que la respiration, c'est comme une télécommande pour ton système nerveux. Ouais. Si tu veux calmer ton système nerveux, tu peux respirer d'une telle façon. Si tu as besoin d'allumer ton système nerveux, tu peux respirer d'une autre façon. Tout à fait. Donc, si tu veux gérer tes émotions, gérer ton stress, gérer ton anxiété, te réveiller, être plus concentré, tout ça peut se faire avec la respiration, mais il faut que ça se pratique. Ben oui. C'est comme aller au gym. Je peux pas aller au gym, faire un entraînement, puis hey, ils sont où les muscles? On m'a promis des muscles. Je suis réglé. Non, mais c'est ça, on sort pas... tu sais, si tu veux avoir des résultats au gym, ça va prendre 6 mois peut-être avant même de voir les résultats ouais. qu'on recherche. On sait qu'en gym, tu sais, on s'est entraîné les deux aussi. On sait que normalement, le premier mois, c'est ce qui est le plus tough. Ouais. Commence à avoir des modifications à partir du deuxième mois, puis le troisième mois, c'est là que ça commence à stabiliser. Fait que la préparation mentale, c'est la même chose. Tu sais, les premières semaines sont tough parce qu'on dit, voyons, c'est plate parce que c'est moins actif. Souvent, c'est plus cérébral. Ouais. Mais on revient à la respiration. J'ai eu une conversation il y a 2 semaines avec un autre pro de golf, puis il me dit, écoute, il dit, les histoires de respiration, il dit, ça vaut pas de la chenoute. Je dis, pourquoi tu dis ça, tu sais? Puis il n'a pas été capable de mettre de mots là-dessus. Il dit, voyons, il dit, les meilleurs joueurs au monde ne respirent pas. Ben, je dis, détrompe-toi, tu sais, je dis, Ouais. va voir, puis expérimente, puis pas juste pour le golf, mais dans d'autres sports aussi. Puis je dis, oui, la respiration, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est pas juste ça, Ouais. mais ça, accompagné avec d'autres aspects, tout avec le travail en amont que tu vas faire, là, la respiration va avoir du sens pour toi. Oui, absolument. Puis je pense que ça, c'est pas pour parler en mal des autres coachs. Tout le monde à sa manière. Ouais. Mais ce que j'ai vu, puis ça vient aussi du monde des arts martiaux, aussi du coaching dans d'autres sports. Souvent, les coachs ont de la difficulté à recommander quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Aussi. Puis ça, on a été très chanceux, moi puis toi, de rencontrer quelqu'un comme Steve Foisy, directeur de la FGA, qui a une ouverture d'esprit que je pense qui est assez rare dans le coaching. C'est de lui, il est capable de dire, il y a certaines choses que je ne connais pas. Puis, à place de dire que tu ne devrais pas faire ça parce que je ne le comprends pas, à la place, il est allé trouver du monde comme moi puis toi qui comprennent la préparation mentale, qui comprennent l'entraînement mental.
pour pouvoir rajouter ça à ce qu'ils faisaient déjà super bien. Tout à fait. Fait que des fois, je pense que les coachs, malheureusement, il y a des fois une fermeture d'esprit envers certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Exact. Au lieu d'accepter que peut-être la meilleure façon, ça serait justement de combiner nos forces. Tu sais, puis je pense que c'est une des belles choses chez FGA, justement, c'est l'idée d'un aspect communautaire au coaching. Que oui, toi, tu as certaines connaissances, moi, j'ai certaines connaissances, Steve a certaines connaissances, mais la meilleure version de coaching, c'est les trois ensemble qui nous permettent justement d'amener un athlète ou n'importe qui, dans le fond, qui cherche à performer au prochain niveau. Oui. Puis ce que tu as dit, le manque de connaissances, souvent, c'est un manque d'éducation, un manque d'ouverture surtout. Puis c'est justement, nous, notre job, si on peut dire ça comme ça, c'est d'accompagner. Fait que oui, on travaille avec Steve, mais en même temps, s'il y a d'autres coachs dans d'autres académies qui ont aussi cette ouverture-là, bien, nous, on est ouverts à les rencontrer aussi. Le but, c'est, comme tu as parlé de communauté, c'est de pouvoir aider le plus de Québécois qui veulent peut-être atteindre des niveaux supérieurs, même au niveau amateur ou professionnel. C'est un peu ce qu'on vise. C'est drôle, le golf, comment c'est communautaire aussi. Des fois, c'est une façon de rencontrer du monde. Fait que moi, quand j'étais au New Jersey, j'étais allé jouer une ronde seul. Puis, comme de fait, il y avait un autre gars qui était tout seul, qui partait en même temps. On s'est dit, on va jouer ensemble. Puis ça, des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien dans ces cas-là. Mais là, ça a super bien été. Puis on a joué une couple de trous, puis là, on commence à se connaître, on commence à parler un peu. Puis lui, c'est un coach de baseball au niveau collégial, division 1. Fait que ceux qui ne savent pas, division 1, c'est la plus haute division qu'il y a dans les sports collégiaux les sports collégiaux aux États-Unis. Puis lui, il avait justement travaillé au niveau professionnel. Il avait travaillé comme coach pour les Blue Jays de Toronto et les Dodgers de Los Angeles. Donc, quand j'ai expliqué ce que je faisais, on parlait de la respiration, coaching de performance. Il dit, c'est drôle, mais il dit, je ne suis pas surpris que tu aies beaucoup de résistance dans tous les sports, que ce soit le football, le baseball, le golf, le tennis. Il y a quand même beaucoup de coachs qui les résistent encore, mais il dit, j'ai été très chanceux de travailler pour 2 organisations au niveau professionnel qui trouvaient que c'était très important d'adresser le côté mental. Il dit, dès qu'il y avait des psychologues sportifs qui travaillaient avec les joueurs, il avait même amené des coachs de yoga, des coachs de respiration pour travailler avec certains joueurs. Fait que il dit, j'ai eu la chance de travailler avec 2 équipes qui étaient déjà au prochain niveau. Fait que moi, je le comprends. Ouais. Justement, on est en train de parler de peut-être que je vais pouvoir aller travailler avec eux. On verra ce que ça donne. Parce que quand même, le baseball, oui, le côté défensif du baseball, un petit peu moins, parce que c'est très réactif. Ouais. Mais pour les frappeurs, frapper une balle de baseball, frapper une balle de golf, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, surtout au niveau mental. Tu sais, souvent, c'est une fraction de seconde. Ouais, tout se passe dans une fraction de seconde. Fait que si n'importe quoi que tu peux faire pour aller chercher un petit niveau de plus au niveau mental, au niveau de réaction, au niveau du système nerveux, 100%. Ça peut avoir un effet extraordinaire. Ce que tu dis, c'est drôle que tu parles de baseball parce qu'il y a quelques années, avant que je commence ma formation, je me promenais sur un parc de baseball, puis il y avait des jeunes, à peu près 11-12 ans. Puis là, tu parles de frappeur, mais moi, j'avais remarqué le lanceur. Oui, bien le lanceur aussi. Le lanceur, là, quand il s'installe, puis qu'il y a le frappeur peut-être de l'équipe de l'autre côté, qui est le gros frappeur, puis qui se met à shaker, puis tu vois dans sa face qu'il ne sait plus quoi faire. Puis tu as 12 ans, là. J'ai fait comme « Oh my God ». Puis je me souviens, à un moment donné, il lançait des balles, puis c'était même plus des prises, c'était un peu partout. Puis regarde le coach, il était découragé, démoli pratiquement. Puis le coach, j'ai comme non, let's go. Puis tu sais, je voyais qu'il avait une bonne intention, le coach, parce qu'il encourageait son jeune. À un moment donné, le jeune, tu voyais les larmes aux yeux, puis qu'il voulait plus, il était plus capable. Fait que je me suis dit, même à cet âge-là, à 11-12 ans, il n'est pas trop tard pour commencer la préparation mentale, de les amener dans un environnement de bien-être, de plaisir, puis de comprendre d'où viennent les émotions pour qu'ils puissent les réguler par la suite. Tu sais, puis on a travaillé cet été dans les camps juniors du FGA, puis quand j'ai posé la question aux juniors, est-ce que vous vivez du stress? Toutes les mains y ont élevé. Ouais. Toutes les mains y ont élevé. Puis je pense que c'est une conversation que les jeunes sont de plus en plus confortables à avoir. Je pense que c'est important qu'on ait ces conversations-là, parce que 100%. Si on peut... C'est moi, ce que j'aime de travailler avec des juniors, c'est que si on peut aider les juniors d'aujourd'hui, on va créer des adultes qui sont beaucoup plus capables de justement maîtriser leurs émotions, maîtriser le stress, moins de problèmes au niveau des problèmes qu'on voit aujourd'hui avec l'anxiété. Peut-être qu'ils ne seront pas obligés d'aller vers les médicaments, peut-être qu'ils vont avoir des outils justement pour gérer les émotions, puis mieux performer aussi. Puis justement, je parlais avec une jeune golfeuse très, très, très talentueuse, puis je lui demandais, sur le terrain, est-ce que c'est déjà arrivé que tu as vu... Parce qu'elle est quand même, elle a quand même un bon contrôle de ses émotions. Puis j'ai demandé, dans tous les tournois que tu as joués dans ta vie, est-ce que c'est arrivé des fois des moments où tu as vu des juniors qui ont vraiment... qui ont vraiment capoté. Puis elle dit, en effet, à un moment donné, il y a une jeune, puis c'était son père qui était son caddie.
c'est une jeune golfeuse qui a manqué un coup. Le père, il a fait un commentaire, elle s'est retournée puis elle a lancé le bâton à son père. Ben non. Puis elle a failli le frapper. Puis elle criait après, puis tu voyais le pauvre père. Tu voyais que le père, il essayait juste de l'encourager, mais c'était peut-être qu'il se passait d'autres choses en arrière des scènes qu'on ne sait pas. Là, mais même à cet âge-là, puis ça c'était à 9-10 ans. À 9-10 ans, que ça peut arriver vite de même. Puis on le voit, j'étais allé jouer à un moment donné, il y avait un groupe en avant de nous. Tu voyais, puis c'était pas des joueurs qui étaient très forts. Là. Puis écoute, ils ont manqué, le monsieur, il a manqué son coup, il s'est retourné, puis il a cassé son bâton sur son chariot. Puis ça, on le voit souvent, on le voit trop souvent. Puis je pense que on veut tout performer. Il n'y a personne qui aime mal jouer au golf. On s'entend. Pour s'améliorer, ça prend de la pratique, ça prend de l'entraînement, ça prend beaucoup de choses. Ça je l'ai appris. Ça prend une structure. Puis je pense des fois, les gens y assument que pour m'améliorer au golf, il faut absolument que je pratique 3 à 4 heures par jour. J'ai pas le temps de pratiquer autant, therefore, je ne pratiquerai pas du tout. Exact. On dirait que c'est 0 ou c'est 100. Tout à fait. Mais il y a un entre-deux. Ben puis moi, comme mon cas où j'ai commencé l'été, j'avais un certain niveau. Quelques mois plus tard, je pense que j'ai atteint un niveau quand même assez supérieur, mais j'ai pas pratiqué 4 à 5 heures par jour. Mais j'avais une très belle formule de pratique. Voilà. Puis une grosse partie, c'était l'entraînement mental. Ça, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute que je suis quand même arrivé avec une certaine capacité. Je comprends bien la respiration, je comprends bien la visualisation, je comprends bien l'entraînement mental. Fait que ça faisait une grosse partie de mon camp d'entraînement, si on veut. Puis là, j'ai rajouté le côté technique. Je me suis occupé du côté physique. Puis là, il y a des résultats. Tout à fait. Mais sans le côté mental, je suis pas sûr que j'aurais eu les mêmes résultats. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis en lien avec ce que tu dis, puis depuis qu'on se connaît, je vois que tu as une motivation vers ça aussi. Puis des fois, je pose des questions à mes clients, que ce soit un couple ou même des fois un individuel, puis je pose la question, c'est quoi qui te motive à jouer au golf? Pourquoi tu joues au golf? Des fois, les gens sont comme... Je sais pas. Je sais pas trop là, parce que mon conjoint joue, puis je veux lui faire plaisir. Oh, tu veux lui faire plaisir. Fait que déjà, la motivation ne part pas de la bonne place. Puis après ça, tu es sur le terrain, tu te fâches, mais tu n'as pas le droit de te fâcher. C'est plate à dire, t'es-tu assez bon pour te fâcher? Là, on a dit ça des fois. Fait au final, si tes motivations ne sont pas à bonne place, puis tu ne comprends pas le pourquoi, le why qu'on entend souvent, même au niveau amateur, plaisir, loisir, voler comme tu veux, si tu n'es pas là pour les bonnes raisons, bien, c'est sûr que tu vas t'enrager et que tu as plus de chances de péter le bâton. Fait qu'imagine ceux qui sont là à haut niveau et qui le font pour leur père, pour leur mère, pour peu importe pour qui, puis que les motivations sont pas vraiment, ils partent pas de la bonne place, ben c'est tough. C'est tough, là. C'est vraiment tough. Puis je pense qu'il faut... Souvent, quand je vois du monde qui frustre, c'est si tu n'es pas prêt à travailler pour de l'amélioration, pourquoi être frustré? Puis ça, je pense que c'est humain, c'est normal, c'est les émotions, c'est pas tout le monde qui a cette perspective-là. Exact. Mais c'est soit que tu joues au golf pour t'amuser, puis tu te fous un peu des résultats, ou tu acceptes que tu veux t'améliorer, puis tu es prêt à au moins avoir un esprit d'amélioration. Ça ne veut pas dire que tu vas passer des heures sur le range, ça ne veut pas dire que tu vas passer des heures à t'éduquer, puis à visionner des capsules, puis faire tout ça, mais au moins d'aller sur le terrain avec la perspective d'amélioration. Parce que la minute que tu te fermes à l'amélioration, c'est presque impossible de voir des résultats. 100%. Donc, comme là, j'ai commencé à faire, c'est l'idée d'avoir une routine post-élan, ou après le coup. Ça, on parle tout le temps des routines avant de frapper. Hein, la respiration, la visualisation, tout ce qu'il faut faire. Mais souvent, après qu'on ait frappé un coup, c'est le meilleur moment d'apprendre. Parce que si tu as frappé le meilleur coup de ta vie, pourquoi? Pourquoi je viens de frapper ce coup-là? Qu'est-ce que j'y ai fait que je peux répéter la prochaine fois que je fais face au même coup? Fait que ça, c'est une opportunité d'apprentissage. Tout à fait. Puis si je frappe un mauvais coup, encore une fois, pourquoi? Pas pourquoi, hein? Non, c'est ça. Pourquoi? Comme pose-les avec vraiment l'intention d'aller trouver une réponse. Parce que souvent, si on joue souvent, on le sait tout de suite. Moi, normalement, si je frappe un mauvais coup, je le sais pourquoi. Parce que j'ai travaillé, j'ai pratiqué, je suis capable de faire une certaine auto-analyse. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est capable. Tout à fait. Mais si on prend le temps au moins de respirer, prendre peut-être 30 secondes pour se dire, OK, pourquoi est-ce que j'ai mal frappé mon coup? Est-ce que c'est ma préparation? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est physique? Peut-être que j'ai eu mal au dos dans mon backswing qui m'empêchait de bien frapper. Il y a une raison. C'est sûr. Puis en prendre note. Puis si on ne le sait pas, mais on peut au moins en prendre note. Puis arriver à la maison, peut-être si on a un coach, demander à notre coach. Si on n'a pas de coach, aller voir sur YouTube. Il y a tout le temps une réponse. Puis l'amélioration, c'est pas obligé d'être le gros effort.
Effectivement, c'est des petits détails. Puis ce que tu dis là, tu sais, quand tu es capable de comprendre ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal, mais c'est là où tu as la capacité de te revenir beaucoup plus rapidement. Ouais. Puis souvent, je dis aux gens, ta finition, c'est le résumé de ton élan. Ouais. Fait que si tu t'en fous parce que tu as manqué ton coup, ben c'est sûr que tu ne sauras pas que ça fait de mal. Puis dans le même principe que si tu as bien fini, tu sens que tu es en équilibre, puis tu as une belle trajectoire de base, c'est le même principe aussi. Fait que pour moi, si tu me dis que tu es capable de faire la différence, c'est que tu as mis de la conscience aussi dans ton enseignement, dans ton entraînement 100%. plutôt. Mais frapper des balles, tout le monde est capable de faire ça. Ouais. Mais de frapper des balles avec une conscience, de dire, écoute, j'ai une balle à frapper, à toutes les 5 minutes, je vais te garantir que tu vas prendre plus le temps, puis tu vas te concentrer, puis tu vas mettre les appuis aux bons endroits pour exécuter la meilleure exécution Je pense possible. que des fois aussi, c'est comment est-ce que les gens pratiquent. Ben oui. Tu sais, puis ça, en tant que coach de golf, tu n'as vu de tous les genres, évidemment. Tout à fait. Puis sur le champ de pratique, même moi, maintenant que je travaille avec vous puis que je mets beaucoup d'efforts envers le coaching, je commence à être beaucoup plus, j'observe beaucoup plus quand je regarde les gens se pratiquer pour voir les différents genres de gens. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il va toujours y avoir celui qui arrive puis il y a un driver dans la main, il n'y a aucun autre bâton, il y a 100 balles, il y a un driver puis on le sait c'est quoi ses intentions. Ouais. Souvent, ces gens-là, ils ne se rendent jamais sur le terrain aussi. Là. Il y a des gens qui aiment aller frapper des balles au champ de pratique. Tout à fait. Mais aussi, même des gens qui sont quand même assez sérieux, qui manquent de structure dans leur pratique. Tout à fait. Puis comme tu dis, justement, le golf, des fois, on se met un petit peu en erreur que, disons, si je frappe 25 fer 8 de suite, il y a des très bonnes chances que vers la fin de mes 25 balles, je vais en frapper des très bonnes. Parce que je suis dans un flou. Oui. Parce que j'ai sorti mes mauvais coups, j'ai trouvé le bon rythme, j'ai trouvé le bel impact. Fait que tout d'un coup, waouh, ça va bien. Puis ça, c'est important. Je pense qu'il y a un côté répétitif à la pratique qui est important. Mais sur le terrain, j'ai un fer 8, pas 25. Exact. Donc, est-ce que je suis capable de prendre le côté pratique puis de l'amener sur le terrain? Mais ça, il y a des moyens de modifier notre pratique, justement, que oui, il y a un moment sur le champ de pratique que je vais frapper à répétition pour aller chercher un flow, mais je vais aussi essayer de recréer les mêmes conditions qui sont sur le terrain. Fait que je peux le plus possible. Fait qu'en place de frapper balle après balle après balle, c'est de frapper un coup. De choisir une cible sur le champ de pratique, assumer la distance, prendre le bon bâton, puis voir est-ce que je suis capable de frapper le coup quand c'est important, quand je n'ai besoin sur le terrain. Tout à fait. C'est drôle que tu dis ça parce que d'avoir vu les Asiatiques puis un peu leur mindset, c'est des machines. Quand on parle de machines, ils vont frapper le même coup, si c'est pas 250 fois, ça va être 1000 fois. Puis tout ça. Par contre, on dit souvent l'expression, si tu mets un grain de sable dans l'engrenage, ils ne savent pas trop quoi faire, mais maintenant, ils sont beaucoup plus évolués aussi. Fait qu'ils sont capables de s'adapter plus rapidement. Puis on le voit dans les résultats, justement, au golf. Ouais. Surtout chez les femmes, on voit les Asiatiques sont solides au bout. Mais c'est là où est-ce qu'à un moment donné, de la répétition, oui, ton cerveau puis ton corps va tellement le reconnaître que quand tu vas arriver en situation de jeu, ça va être plus simple. Oui. Bien, c'est un petit peu comme les arts martiaux. Tu sais, comme il y a une expression de Bruce Lee qui dit je préfère. C'est quoi? J'ai plus peur de l'homme qui a pratiqué le seul coup de pied 1000 fois que quelqu'un qui a pratiqué 1000 coups de pied différents une fois chaque. Puis l'idée, puis ça m'est arrivé pendant longtemps. Au début, quand je faisais du combat, j'avais de la difficulté. Puis la raison, c'était, oui, j'étais très fort sur le sac, j'étais très fort dans les mitaines, mais j'avais beaucoup moins d'expérience dans le ring. Puis dans le ring, tu fais pas ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as un adversaire qui veut aussi s'imposer. Donc, c'est pas vraiment toujours ton choix de ce qui va arriver. Il faut que tu réagisses à ton adversaire. Donc, s'il y a une nouvelle technique que je viens d'apprendre, disons un nouveau coup de pied que je viens d'apprendre, puis je ne l'ai jamais pratiqué, j'arrive dans le ring, impossible que ça sorte. C'est sûr. Parce qu'il faut que ça soit un instinct. Oui. Tu n'as pas le temps de penser dans le ring. C'est trop vite. Il faut que ça soit un instinct. Il faut que ça soit un coup de pied que j'ai pratiqué justement 2000, 3000, 4000 fois pour que quand l'opportunité se présente, paf, le coup de pied sort seul. Exact. Au golf, c'est sûr que c'est différent. Le rythme, il est très différent. Mais si j'ai frappé une cinquantaine de fer 8 exactement comme je voulais sur le champ de pratique, puis que tout d'un coup, je suis sur le terrain, puis il y a un fer 8 qui se présente que j'ai besoin de frapper, mon niveau de confiance va être beaucoup plus haut 100%. parce que je l'ai pratiqué sur le champ de pratique, puis j'ai bâti de la confiance. Ouais. J'ai pas juste frappé des balles sans être conscient de ce que je faisais. J'essaie d'amener quand même un esprit quand même très conscient au champ de pratique pour m'assurer de maximiser mon temps de pratique. Ça, l'heure qu'on passe là, on a toute la même heure. Ouais. C'est de voir comment est-ce qu'on gère notre temps, comment est-ce qu'on gère nos efforts pour justement, tant qu'à être là pour une heure, profitez-en au maximum pour en ressortir le mieux, le meilleur de vous, pour pouvoir ensuite amener ces résultats-là sur le terrain. Tout à fait. Puis en lien avec ce que tu dis, je me souviens Kobe Bryant qui disait
quand il pratiquait un nouveau move ou un nouveau type de lancer ou quoi que ce soit, s'il ne le maîtrisait pas, il ne le mettait pas en application sur le terrain. Parce qu'on s'entend que la boxe et le basketball, c'est pas le même temps de réaction. Tu as moins de chances de te faire frapper, mais quand même, c'est un temps de réaction assez rapide. Ouais. Mais lui, il se disait, OK, je vais le maîtriser en mode pratique, en entraînement, puis quand je vais être capable de le faire, là, je vais l'amener sur le terrain. Mais souvent, les gens, un peu comme tu dis, sont j'ai déjà... Comment faire un draw ou un fade ou quoi que ce soit? Je l'ai réussi une fois. Non, c'est pas fini. Là. Faut que tu le fasses Exactement, tu ne l'as pas maîtrisé. Fait que c'est sûr que quand tu vas arriver sur le terrain, tu n'y arriveras pas. Fait que la préparation mentale, c'est la même chose. C'est que pas parce que tu sais respirer 3 fois, tu l'as fait une fois dans ta semaine, qu'un mec t'arrive sous tension dans un événement plus... Que ce soit un Vegas de fin d'année avec tes chums puis que tu as de l'argent en jeu, je te garantis que ton niveau de stress va augmenter. Tu vas te dire, si, il faut que je respire. Ouais. Puis là, finalement, plus capable de respirer, ça marche pas cette affaire-là. Mais non, tu t'es pas entraîné. Tu t'es pas entraîné. Exactement. Fait que tu l'as pas maîtrisé. Exactement. Fait que la maîtrise, que ce soit d'un coup, la respiration, la visualisation, ça s'entraîne, ça se pratique. Ça s'entraîne, puis je pense que c'est le meilleur moment, justement. Là, on est à fin octobre. Il reste peut-être 1 ou 2 semaines de golf à jouer au Québec. Ouais. Puis là, il y a l'hiver qui s'en vient. Puis moi, en tout cas, quand j'étais jeune, à fin d'octobre, on mettait les bâtons dans le garage puis on les ressortait au mois de printemps. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de golf intérieur, il n'y avait pas de... Tu sais, l'entraînement, ça n'existait pas, c'était pas commun. Mais aujourd'hui, avec toute l'information qu'on a, il y a tellement de choses qu'on peut faire pendant l'hiver pour commencer la prochaine saison plus fort. Ouais. Tu sais, tout ce que vous avez appris en saison, on peut justement continuer à l'évoluer. Oui, on peut aller dans des centres de pratique intérieure pour continuer à frapper des balles, mais même du côté préparation physique et préparation mentale, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Juste le niveau de l'entraînement respiratoire. Tu sais, là, on est mois d'octobre. Si vous commencez aujourd'hui à faire 5 minutes par jour d'ici au printemps, 5 minutes, c'est rien. Non. Je te garantis, la part des gens qui font quelques semaines de 5 minutes par jour, ça l'augmente très vite à 10, 15, 20 minutes parce qu'ils réalisent « Oh my God, je me sens tellement bien après 5, imagine après 10, imagine après 20 ». Puis nous autres, on essaie justement en ce moment de fournir des ressources aux gens pour pouvoir aller sur notre nouvelle académie virtuelle, apprendre à respirer, apprendre à comment se préparer physiquement. On est en train de préparer toutes sortes de belles choses pour vous autres. Mais je pense que l'important, c'est de réaliser, en effet, si je commence aujourd'hui à m'entraîner, rendu au mois d'avril, je vais être encore plus fort, puis je vais pouvoir avoir une meilleure saison que je viens d'avoir. 100 %. Puis encore une fois, si je peux rajouter ce que tu dis, il y a des gens qui me disent on va se voir au mois d'avril. Mais le mois d'avril, la saison commence au mois de mai. Si tu n'es pas prête, là, tu vas être prête rendu en juillet, en août. La saison, c'est plate à dire, mais quasiment finie. La moitié est faite. Fait comme tu dis, on a l'avantage au Québec, si on peut dire ça comme ça. Oui, on n'a peut-être pas tous les moyens d'aller dans le sud, puis c'est correct. Mais profitez-en pour être ici, puis d'entraîner vos faiblesses. Écrivez sur un bout de papier c'est quoi vos forces. Autant technique, physique et mentale, puis de regarder c'est quoi les faiblesses. Puis après ça, on va aller combler tout ça, puis s'assurer que quand la saison va commencer au mois d'avril ou au mois de mai, peu importe, que vous allez être prête. Oui, puis je veux dire aussi, comme du côté, ce que j'aime aussi du golf, puis ça, je pense que c'est super important, c'est moi, personnellement, j'ai pas appris la méditation pour mieux jouer au golf. Moi, j'ai appris tout ça bien avant que je prenne le golf au sérieux. J'ai appris ça pendant mes années en arts martiaux. La raison que j'ai vraiment poussé vers la méditation, c'était pour gérer un problème d'anxiété. C'était quelque chose qui affectait ma vie d'une façon très négative. L'idée de prendre des médicaments, ça me faisait peur. Fait que je suis allé trouver une solution pour moi. Puis quand j'ai commencé justement à expérimenter avec le mouvement et la méditation, c'est là que j'ai pu découvrir des états de performance optimale. J'ai découvert toutes sortes de belles choses. Mais à la base, la raison que j'ai commencé à faire ça, c'était parce que j'avais des problèmes avec l'anxiété. Puis depuis que je joue au golf, puis depuis que j'ai commencé à travailler avec des athlètes, puis je travaille avec toutes sortes de monde, puis que je suis capable de leur montrer comment respirer pour mieux performer dans leur sport, la meilleure chose que j'aime entendre, c'est quand ils me disent qu'ils ont utilisé les mêmes outils dans leur vie de tous les jours pour améliorer leur qualité de vie. Tout à fait. Puis c'est ça la beauté du golf, à comparer à n'importe quel autre sport, c'est que le golf souvent ressemble à la vie. Puis souvent, la vie peut affecter le golf. 100 %. Puis ça, on le voit surtout au niveau professionnel, où c'est des gens qu'il ne faut pas oublier, ces gens-là, c'est qu'ils utilisent le golf pour payer leur vie. Fait qu'imagine aller au bureau, puis que tu es constamment stressé, puis tu es constamment... On dit constamment, il faut que tu performes, il faut que tu performes, il faut que tu performes, il faut que tu performes. Oui, tu sais, puis si tu ne performes pas, tu ne seras pas payé cette semaine. Imagine ce stress-là. Fait que n'importe qui a un salaire, que peu importe, OK, on n'a pas eu la meilleure semaine, mais j'ai quand même ma paye à la fin de la semaine. Je peux nourrir mes enfants, je peux payer pour ces joueurs-là, puis écoute, ils font pas pitié parce qu'il n'y a personne qui a obligé ces gens-là à devenir des golfeurs professionnels. 100%. C'est pas ça du tout que je veux dire. Par contre, c'est quand même un niveau de stress qui est très élevé.
Puis on peut apprendre d'eux, mais ce que j'ai vu, c'est que souvent, ces gens-là, des fois, la raison qu'ils ne performent pas, c'est pas leur talent, c'est pas les outils qu'ils ont, c'est des choses qui se passent hors terrain. Ils ont des problèmes à la maison, ils ont des problèmes financiers, ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes de tout. Ces problèmes-là, malheureusement, à cause du fait que le golf, c'est quand même pas très vite comme sport, on a beaucoup de temps pour penser sur le terrain. Fait que souvent, les gens ont... Puis moi aussi, ça m'est arrivé des fois que ça va pas bien. Je vais jouer au golf, puis je joue pas bien. Puis je réalise, je suis pas conscient. Je pense encore à l'affaire qui se passe à la maison, je pense encore aux emails que j'ai reçus, je pense encore au stress financier, tu sais. Puis ça, il y a moyen de maîtriser ça. Ben oui. Puis je pense que ce que j'apprends pour le golf, je peux l'utiliser dans la vie. Ce que j'utilise pour la vie, je peux l'amener dans mon golf. 100%. Fait que je pense que la meilleure partie de la préparation mentale puis du travail qu'on fait ensemble, c'est justement ça, c'est qu'on peut aider les gens au-delà du golf. Tout à fait. Ça, je pense que c'est quelque chose que les deux, on est très passionnés par ça. Puis j'aimerais ça pouvoir l'explorer de plus en plus. Comment, justement, amener du monde dans le golf, pas juste pour mieux jouer au golf, mais pour vivre une meilleure qualité de vie. Tout à fait. Puis on avait déjà parlé de faire un genre d'atelier comme ça, en utilisant le golf comme un outil On a déjà fait un atelier stress outil de performance. Ouais, ça a super bien été. C'est quelque chose qu'on va continuer à évoluer. Tout à fait. Puis je pense aussi au niveau entreprise, les tournois de golf, c'est super commun. Puis ça serait une belle façon justement d'introduire différents concepts. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que le mental, ça s'entraîne. Oui. La respiration, ça s'entraîne. Le golf, ça s'entraîne. Tout à fait. La technique s'entraîne. Le physique s'entraîne. Tout s'entraîne. Ouais. Donc, si on est sérieux puis on veut mieux jouer, que ce soit pour casser le 100, le 90 ou pour devenir le meilleur joueur au monde, il y a des efforts qu'on peut faire, mais je pense que le côté mental il est hyper important. Tout à fait. Puis comme tu dis, c'est 5 minutes par jour. Qui n'a pas 5 minutes d'une journée? Si 5 minutes, c'est trop, commencez par 2. Ouais. Fait qu'au bout de la ligne, vous allez travailler pendant 14 minutes au bout de la semaine, puis on accumule ce genre de minutes-là au bout de la semaine, du mois, puis ça. Vous allez voir une différence, qu'on le veuille ou pas. Bon, ben là, on va jouer. Oui, let's go.